Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Hell's Paradise, qui n'a pas beaucoup avancé. Encore une fois, je trouve que l'intrigue est vraiment très lente, mais c'est pas grave, parce qu'on apprend 2-3 choses. Déjà, à propos du fait de quitter l'île, parce qu'il propose à Sagiri de partir, mais l'autre mec des Yamada, il explique bien que on n'a aucune certitude sur le fait que on puisse partir tranquillou, parce que comme il dit, il n'y a qu'une personne qui est revenue, elle était dans un sale état, et ça nous permet d'ailleurs de nous montrer un passage avec une nana qui est visiblement la dernière survivante d'un clan, qui a été condamnée juste pour être née être sortie des mauvaises couilles, c'est un peu ça, et du coup, ils essaient de s'échapper. Ça ne marche pas, ils sont obligés de rebrousser chemin parce qu'il y a plein de créatures. Enfin, en tout cas, je crois qu'ils en affrontent qu'une seule, un énorme truc avec des tentacules. Alors, sérieux, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal placé ou est-ce qu'on dirait vraiment des glands avec des tentacules? Parce que vraiment, ça ressemble. T'as le truc et puis hop, t'as le bout comme le gland et puis t'as encore des tentacules dessus là. Ouh, le mec, on sent qu'il était frustré de pas faire un hentai, hein. Mais bon, c'était sympa le passage là. D'ailleurs, le seul reproche que j'aurais à faire à ce truc-là, c'est que le Yamada qui protège, enfin le bourreau de cette meuf-là, qui a l'air super gentil au demeurant, pardon, ben, il arrête pas de répéter qu'il est con. C'est chiant au bout d'un moment, quand tu l'as dit 8 fois, je l'ai compris, c'est « Oh, faut que tu fasses quelque chose, que moi je suis trop bête, oh, mais je suis trop bête pour faire ça ». Bon, on a compris la première fois, c'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas, ça permet de découvrir cette fille-là, qui a l'air intéressante. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans l'épisode de présentation des gens qui allaient partir, et vu son chara-design, on se doutait qu'elle allait avoir un rôle à jouer important, et pas juste une random qui allait disparaître, mais là, ils vont tôt ou tard se retrouver avec, à mon avis, Gabimaru et compagnie, puisque ils disent eux-mêmes qu'ils ont besoin d'alliés pour arriver au bout, tout comme Gabimaru a fait la même chose avec la ninja, et puis aussi les 3 gardes, et on a tout un passage qui est assez intéressant, qui va prôner un petit peu, enfin qui va parler justement de la place des femmes, surtout à cette époque-là, mais honnêtement, ça marche aussi aujourd'hui, même si c'est quand même pas aussi ouf, avec le gardien là, qui lui explique à Sagiri qu'il faut qu'elle reparte parce que ce n'est qu'une femme, elle n'est pas aussi forte que les autres, elle doit rentrer, elle doit trouver un mari, elle doit écarter les cuisses pour que il lui fasse des mômes, voilà, c'est ça grosso modo qui est expliqué, et d'ailleurs c'est vrai que j'avais pas du tout fait attention jusqu'à présent, mais de ce que j'ai vu, de tous les Yamada qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la seule femme. Et c'est la deuxième fois qu'on nous fait le coup du t'es trop faible. Alors au début, j'avais pas tiqué, je pense que finalement quand l'autre là avec le bandana, enfin l'œil crevé je pense, le bandeau en tout cas sur l'œil, il avait dit t'as pas ta place ici, t'es trop faible. J'avais pas tiqué que c'était peut-être par rapport à sa condition de femme, mais maintenant que l'autre il a pas arrêté de le répéter, bah je commence à me dire que oui. Bon, par contre c'était tellement évident qu'il allait crever parce que au début il est gentil avec elle, il dit non mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de Gabimaru à ta place, mais après il commence à s'énerver dès qu'elle dit non mon devoir c'est ça, il dit ouais c'est un comportement de merde, gna gna gna. Tu vois qu'il est vraiment à 2 doigts de l'attaquer. Ce qui est un peu paradoxal, mais enfin, il l'aurait peut-être contenu pour la balancer en mer et puis qu'elle rentre à la maison. Mais évidemment, ce qui devait arriver arriva à ce moment-là. Je m'attendais presque à ce que Gabimaru intervienne pour l'aider, mais non, en fait, c'est un autre des gardes, je crois, enfin un autre des condamnés à mort qui arrive, qui le défonce, quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, je mélange un peu tout, mais comme il s'est foutu de sa gueule à Sagiri parce que elle avait pu son sabre, parce que son sabre s'est pété quand elle a affronté Gabimaru, elle lui a piqué son sabre à un moment donné, et j'ai fait, tiens, ça, dans ton cul, mon pote, hein, parce que vraiment, karma, hein, tu te fous de sa gueule parce qu'elle a plus de sabre, et là, en 2 secondes, il t'a piqué le tien. Hein. Et on a un petit peu la suite de ce dont on était au courant déjà, à savoir que bah, l'élixir existe bel et bien. Il le dit qu'il avait déjà connu un mec qui était immortel, donc avait dû survivre à cette île, donc avait dû récupérer l'élixir, avoir la possibilité de rentrer au bercail, de le boire et du coup d'être tranquille. En même temps, je pense qu'une fois que tu trouves l'élixir, si tu l'as bu, bah tu peux rentrer parce que t'es immortel, donc même si on te défonce la gueule, tu survis à tout dans la théorie. Mais je me demande juste comment ce mec-là, je sais pas si ça a été dit, en tout cas si c'est le cas, j'ai pas fait gaffe, mais ce mec-là il existe toujours ou il est mort? Parce que s'il a bu l'élixir d'immortalité, ben, on sait qu'il y en a un, on sait qu'il existe, et lui, il doit être, vu que ça a l'air d'être un mec un petit peu bastonneur, j'imagine qu'il a mis ça à son propre service pour devenir, je sais pas moi, le chef du monde, ou le chef d'un clan, j'en sais rien, mais j'ai du mal à croire que le mec qui a bu l'élixir, il vit une vie pépère mémère avec sa femme et ses 2 gosses, quoi. Surtout quand tu vois la gueule qu'il a, en tout cas l'étiquette colle pas au produit, si c'est le cas. Et on a aussi tout le laïus à propos du fait que Gabimaru est assagi par la présence de Sagiri, qui est intéressant. En fait, j'ai l'impression que Sagiri, s'il n'y avait pas la femme de Gabimaru qu'il essaye à tout prix de retrouver en faisant cette quête, je pense qu'ils finiront ensemble, c'est sûr et certain. Parce que forcément, là,
elle joue le rôle de catalyseur. C'est-à-dire que pour moi, en fait, dans l'histoire, il y a Gabi Maru qui a un vrai conflit intérieur entre le fait d'être un guerrier, enfin d'être un samouraï, ninja, appelez ça comme vous voulez, hein, désolé si j'ai pas le bon terme, entre voilà, d'être un combattant. On va dire un combattant, ce sera plus simple, et là, il n'y a pas de quiproquo. Entre être un combattant ou être une personne paisible qui fait sa vie dans son coin, il y a un dilemme. Il trouve que le fait d'être amoureux le rend faible, et de l'autre côté, en fait, il trouve que le fait d'être d'avoir un travail lié au combat et d'être aussi à l'aise au fight, et aussi un peu sanguin, il faut le dire, ça doit nuire également au fait d'être un mari, un époux, un père de famille, hypothétiquement, tout ça. Et j'ai l'impression que, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que sa femme lui a permis de se rendre compte que cette partie de lui existait. Parce que jusqu'à présent, à mon avis, c'était vraiment Gabi Maru le vide, il tuait les gens, il réfléchissait pas. Donc elle lui a permis de faire germer un petit peu la petite graine et d'ouvrir les portes de son côté un peu plus fragile, on va dire, même si j'aime pas le terme, et que Sagiri, elle est en train de... alors je vais pas dire de museler la partie agressive et tout ça de lui, mais elle est en train de faire en sorte que les germes qu'a planté sa femme continuent à pousser afin qu'ils continuent, enfin afin qu'ils comprennent que les deux sont pas forcément indissociables et que de l'autre côté, Sagiri lui permet de continuer à faire pousser cette graine en lui parce que ben ça le fait moins réagir de façon spontanée dans le sens négatif du terme, et en fait pour moi il va accepter ça. Il va accepter le fait d'être un mec amoureux et également d'être un combattant, mais en mode zen, vous savez, genre il va pas foncer comme un débilos pour tuer des gens et tout, sinon il serait déjà mort, c'est ce qu'il explique là. Non, vraiment, j'ai bien aimé cet épisode-là, je vais pas revenir dans le détail sur tout ce qui s'est passé, même si au final, j'avoue que quand les 20 minutes d'épisode sont terminées, je me suis dit putain, ça a été super vite, mais il y a eu toute cette réflexion autour du... Que sont les statues? Que sont ces personnages qui sont ici? Je vais pas répéter en détail ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles informations, et je suis toujours sur le même, à camper les mêmes positions. Ils expliquent que ce sont des... Ils ressemblent à des humanoïdes sur lesquels on aurait posé des têtes d'animaux ou d'insectes. J'ai du mal à imaginer ça, moi je pense toujours que ce sont, comme ils disent à un moment donné avec beaucoup d'humour qu'ils n'ont pas d'organes sexuels, et ben il y a des chances que ces personnages-là, en fait, ils sont créés par rapport au remords ou la culpabilité, ou même par rapport aux actes négatifs que font les gens. Vous savez, les seuls mots qu'ils ont dit l'autre fois dans l'épisode précédent, c'était la pêche à outrance et les insectes ont également une vie. Évidemment, c'était le truc poisson et le truc insecte qu'on dit ça. D'ailleurs, au passage, on voit 2 fois le truc du poisson avec toutes les mains et les trucs de Bouddha autour de lui. Donc, j'ai l'impression qu'ils créent des monstres un peu génériques. Vous savez, on a eu 2 fois le même monstre. Donc, soit c'est un bug, soit ils sont trompés, soit ils ont voulu mettre 2 monstres et se sont dit on verra pas que c'est les mêmes. Mais moi, en tout cas, je l'ai vu et je pense que c'est pas un hasard si ça a été fait comme ça. C'est pas juste de la facilité à mon avis. Du coup, je pense que ces monstres-là, ils ont été créés pour refléter un petit peu les vices et les torts des humains, et que les statues qui sont ici et qui sont un peu déformées, ça représente la religion que les gens suivent, mais ne respectent pas. Vous savez, c'est, je sais pas moi, tu suis pas bien la religion bouddhiste, donc là, ça va fabriquer des statues dans cette zone-là, et ces statues-là seront déformées ou autres, parce que, bah, les gens déforment également les croyances à leurs avantages. On verra, ça se trouve, on va voir que c'est juste un mec qui est là et qui fout le bordel, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'attends de voir, je suis vraiment très curieux d'avoir la suite de l'intrigue. Je trouve que ça avance extrêmement lentement, mais bah c'est pas grave. Encore une fois, là, les 20 minutes qui sont passées, je les ai pas vues. Donc c'est cool, parce que l'épisode 2, j'avais trouvé un peu le temps long. Et là, c'était pas le cas. J'ai passé un bon moment, on a appris des choses, on a travaillé un petit peu sur le personnage de Sagiri, on a découvert qu'on pouvait pas quitter l'île. D'ailleurs, du coup, je me demande vraiment ce qui va se passer pour eux, parce que s'ils sont bloqués sur l'île, j'imagine que, comme il dit l'autre, il y a un moyen de la quitter, avec les courants, les vents et tout ça, sans être en danger face à ces créatures dégueulasses. Comment ça se fait qu'ils les ont pas rencontrés à l'aller ? Parce que j'imagine qu'elles étaient là, et elles avaient pas de raison de pas apparaître, parce que là, imagine, je sais pas moi, l'île elle est là, toi t'arrives en bateau, t'es ici, la créature elle est là, bah elle attend que tu sois là, elle sort ici, donc t'es coincé entre l'île et la créature, tu peux pas rebrousser chemin, donc t'es baisé. Donc pourquoi, là, comme par hasard, elle pop maintenant et on l'avait pas vu avant? Est-ce qu'ils sont dans une sorte de purgatoire? À un moment donné, quelqu'un dit, on est peut-être déjà en enfer, est-ce que c'est possible et que du coup ils sont piégés ici tant qu'ils trouvent pas ce fameux élixir? Et dans ces cas-là, essayer de fuir, ça sert à rien, même si il y a un mec qui a réussi à s'enfuir. Et puis il y a des cadavres qui reviennent avec des fleurs sur la gueule. Donc c'est qu'on peut quand même trouver un moyen de revenir de ce purgatoire-là.
On verra ça, mais en tout cas, je me pose plein de questions, et ça, c'est cool. J'aime bien les animés qui me font me questionner, qui me hype, où j'ai envie d'avoir les réponses au fur et à mesure, à chaque épisode, d'avoir des petites brides et continuer à théoriser jusqu'au bout. Vraiment, j'adore ça. Donc là, c'était un très bon épisode de Hell's Paradise. J'ai pas parlé d'animation, il n'y avait pas grand-chose à animer, mais tout ce qui était fait était très bien. Pas de soucis là-dessus, donc vraiment, non, c'était cool. Vraiment un bon moment, vivant l'épisode prochain. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!